Toutes les personnes réunies dans cette salle, qui représentent les 1000 cliniques et hôpitaux privés, sont heureux, très heureux, de vous entendre. Je vous donne la parole, madame. Merci pour votre accueil. Bonjour à tous. Vous avez lancé un appel, en quelque sorte, vous lancez un appel pour que la fin du quinquennat, que nous sommes nombreux à espérer, marque... Enfin, le quinquennat, il se finira de toute façon, mais la fin de cette politique soit également la fin des mesures punitives et vexatoires contre le secteur des cliniques et des hôpitaux privés. Moi, je suis là d'abord pour vous soutenir dans cette démarche et pour vous dire de quelle manière je pense qu'on peut le faire. Je crois que l'hospitalisation privée est un droit et elle est une richesse. Et elle est un droit et une richesse qui doivent être préservés, sans doute selon de nouveaux équilibres, qui doivent être préservés dans le nouveau monde dans lequel nous sommes en train d'entrer. J'ai fait du thème de ce nouveau monde le thème central de ma campagne pour cette élection. Pas seulement autour de l'idée qu'il fallait adapter la France au changement du monde, mais autour de l'idée que ces changements, ce monde en pleine transformation, était rempli d'opportunités, pourvu qu'on sache un petit peu où on voulait aller et qu'on sache l'exprimer et le partager, ce qui n'a pas toujours été la meilleure qualité du pouvoir en place. En tout cas, la santé est une formidable illustration, un champ d'illustration de ce que le monde est en pleine transformation et que si on veut rester fidèle à un certain nombre d'objectifs, et moi je crois qu'il faut l'aide de notre système de santé, eh bien il y a un certain nombre de modifications à apporter. Les transformations du monde, elles touchent la santé au moins de 3 manières. Il y a d'abord le vieillissement de la population, c'est le plus évident, on en parle beaucoup. Il y a la chronicisation des maladies, c'est moins grand public, mais ce n'est pas moins important pour l'équilibre des systèmes de santé. Et puis il y a le numérique, vous l'avez évoqué, la génomique, toutes les déclinaisons dans l'ordre de la santé. Tout ça nous oblige à repenser structurellement notre système de santé, mais on n'est pas obligé de le faire de manière défensive, comme le fait le gouvernement actuel, ou de manière strictement comptable. On peut au contraire trouver le moyen d'en faire un mouvement offensif. Parce que les gouvernements, de droite comme de gauche, ne sont pas restés inertes ces dernières années. J'englobe la droite et la gauche. Il y a eu des choses qui ont été faites des deux côtés. Mais dans un cas comme dans l'autre, et là aussi j'englobe la droite et la gauche, on peut plutôt parler de colmatage, avec une perspective très financière souvent, que de véritables mouvements de transformation pour pouvoir intégrer ces grandes transformations que je disais et en faire des occasions de rebond pour le meilleur. En quelque sorte, la France n'a pas été préparée aux défis du nouveau monde. On ne les a pas niés, on a essayé de s'adapter, mais on n'a pas véritablement essayé d'en faire une planche d'appel pour aller plus loin et pour faire mieux. Et puis, il y a plus grave dans le secteur de la santé, c'est que je pense par ailleurs qu'on a fait fausse route dans les 20 dernières années. Et là aussi, j'englobe la droite et la gauche. On a fait fausse route, on a pris une mauvaise direction, c'est-à-dire qu'on cherchait surtout à colmater les brèches et par ailleurs, quand il y avait un début de stratégie qui était mis en place, elle n'était pas dans la bonne direction, puisqu'elle allait plutôt dans le sens de l'étatisation. Et je m'explique. Notre système de santé s'est construit à partir de 1945 sur des fondements qui étaient ceux de la liberté, de la solidarité, de l'égalité, comme principes cardinaux du système, avec notamment une gouvernance opérationnelle qui n'était pas sous le contrôle direct de l'État. On tente aujourd'hui de nous faire croire que cette organisation n'est plus viable et qu'il est indispensable que l'État reprenne le contrôle en direct de l'organisation des soins et du financement de la santé. Moi, je pense que c'est une erreur, que l'étatisation du système est une impasse en termes financiers, c'est-à-dire qu'elle n'atteindra pas l'objectif qu'on lui assigne, elle ne fera qu'augmenter les coûts, et par ailleurs une impasse par rapport aux objectifs qui sont ceux du système de santé et de l'égalité d'accès aux soins, puisqu'en voulant fonctionnariser l'offre de santé, on affaiblira l'offre privée, qu'elle soit hospitalière ou libérale, et in fine, on creusera les inégalités d'accès aux soins, on restreindra la liberté de choix et on en voit évidemment aujourd'hui déjà les premières illustrations.
Et puis il y a une autre dérive qui s'est mise en place ces dernières années, qui, à côté de l'étatisation, même si ça peut paraître paradoxal, parce que les deux ne répondent pas en apparence à la même philosophie, mais les deux mouvements ont bien été menés de front, c'est celle de la privatisation de la gestion du risque santé et de la montée en puissance des institutions financières qui en font profession, des institutions financières privées. Ça s'est fait en réponse au déficit, qui est une réalité dont personne ne peut contester l'importance et le problème que ça représente. Mais moi, je conteste que ce soit une réponse. En tout cas, on a observé ces dernières années quelque chose, qui est que Mme Touraine a tout cédé aux organismes d'assurance complémentaires. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu la loi Leroux. Plus récemment, il y a eu la loi santé, la fameuse loi santé 2015. Entre-temps, on avait eu les contrats responsables en 2014. Et ça n'est pas le moindre des paradoxes que nous ayons vécu en fait ces 4 dernières années dans un double mouvement qui est à la fois celui de l'étatisation d'un côté et celui de la privatisation de l'autre. Double mouvement qui ne laisse pour le moment pas d'espace à ce qui devrait être, moi je le crois, notre perspective, qui est la refondation selon les principes de 45, mais évidemment avec des moyens d'action renouvelés, puisque pour être fidèle aux principes, compte tenu des grandes transformations que j'évoquais tout à l'heure, il faut changer un certain nombre de choses. En fait, on ne peut pas conserver la même stratégie, mais on peut conserver la même philosophie, on peut conserver les mêmes objectifs. On ne peut pas conserver la même stratégie parce que par le passé, notre système de santé avait un objectif principal qui était l'accès aux soins, dans un système qui était très hospitalo-centré et très curativo-centré, ce qui lui assignait un certain nombre de limites qui ne sont plus supportables compte tenu des grandes transformations que j'évoquais en introduction. On a besoin aujourd'hui de passer du soin à la santé en adoptant une approche plus globale. Et donc je ne prône pas aucun changement, et d'ailleurs je ne promets pas le retour à ce qu'il y avait avant. Je propose quelques grandes transformations, mais des grandes transformations pour rester fidèle au fondement philosophique du système de 45. Passer à un système plus global, c'est repousser le plus tard possible l'entrée dans le système de soins, avec dorénavant donc 2 axes d'intervention, le maintien en bonne santé et l'accès des meilleurs soins au moindre coût, celui-ci étant plus traditionnel. Ça doit pouvoir se faire avec tous les acteurs, à condition que chacun se réinvente. Donc je ne propose pas qu'il ne se passe rien, et à condition qu'on soit clair sur ce que sont les principes historiques de notre système, qu'on veut préserver et garder comme fondement. Et je les cite, on a la liberté de choix des patients, bien sûr, qui risque d'être mise à mal si on va beaucoup plus loin dans ce qui est en train de se développer. On a l'indépendance professionnelle des soignants, l'assurance maladie solidaire, l'exercice libéral de la médecine en ville, et puis l'offre mixte, publique et privée, à l'hôpital. Alors, j'ai travaillé sur l'ensemble de ces dimensions. Ce serait évidemment un peu fastidieux de développer ici l'ensemble du programme qu'il y a derrière, mais je peux vous en donner quelques idées, pour pouvoir mettre un peu de chair et un peu de concret sur ces différentes propositions. Par exemple, je crois que nous avons besoin d'étendre les prérogatives d'enseignement et de recherche qui sont exclusivement confiées aux hôpitaux depuis les ordonnances de Bray. Nous avons besoin de les confier à des structures privées qui pourraient être des centres ambulatoires universitaires, qui serait une façon de donner en quelque sorte plus de lustre, de valoriser les structures libérales, de leur reconnaître un vrai rôle de formation clinique, ce qui n'est pas véritablement le cas dans le système actuel, de permettre aux internes d'y effectuer leur formation, bref, de donner de faire une nouvelle lumière sur l'exercice libéral et finalement de rééquilibrer un petit peu les choses en repositionnant les CHU sur leur fonction première d'excellence. Deuxième exemple, pour moi, de mesures à prendre dans la suite de ce que je présentais tout à l'heure, l'universalisation des droits sociaux. Je ne crois pas que notre système soit viable.
par rapport aux grandes transformations que j'évoquais, en gardant des droits sociaux attachés au statut professionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va aller vers une diffraction, une démultiplication de plus en plus grande des droits, des situations et finalement des accès à la santé. Et donc moi, je prône l'universalisation des droits sociaux. Au passage, je ne le prône pas seulement pour la santé, c'est aussi la raison qui me pousse à réclamer le passage à un système à points pour les retraites, avec des systèmes qui soient individualisés, personnels et portables, qui, je le crois, sont les seuls cohérents avec un monde, une société qui est en pleine évolution, dans laquelle on va avoir plusieurs vies, plusieurs statuts professionnels à la suite, parfois plusieurs statuts professionnels en même temps. Et le système actuel, qui était fondé sur une vision, une organisation de la société et de la vie personnelle et professionnelle très linéaire, dans laquelle on entrait dans une société à 20 ans pour en sortir à 60 ans en ayant quasiment connu toujours le même statut, ce système-là est désormais fini, il est désormais largement mort. En tout cas, il n'est pas en bonne forme et il ne correspond pas à ce que sera l'avenir et la vie des nouvelles générations. Évidemment, tout ceci ne va pas sans abrogation du tiers payant. Et nous devons redire avec force qu'avant le tiers payant généralisé, il y avait un tiers payant social qui est le seul légitime, mais qui lui reste bien légitime. Je dis ça parce qu'après, quand on parle d'abrogation du tiers payant, on entend des mécompréhensions. Il s'agit évidemment de revenir à une situation de tiers payant social. Et puis enfin, la logique de cette proposition que je fais, c'est aussi de mettre fin au réseau de soins conventionnés pour tous les professionnels de santé, en supprimant la possibilité de pratiquer le remboursement différencié, qui est quelque chose qui se présente bien parfois à certaines oreilles, mais nous conduit dans le mur. Je pourrais développer longtemps sur les différents aspects, mais je crois qu'il est question de laisser quelques places justement à la salle et à l'interaction, et peut-être que le mieux, ce serait que je puisse le faire en répondant à des questions. En tout cas, pour conclure, je voudrais vous dire qu'il y a de votre protestation, qui est un mouvement utile, qui est un mouvement qui a fini, non pas par faire reculer, mais manifestement, malgré tout, par inquiéter le pouvoir, qui a renoncé probablement à certains coups de boutoir. De votre protestation peut naître aussi un mouvement de refondation. Et je crois que c'est d'une refondation que nous avons besoin aujourd'hui, et elle est possible pourvu que nous soyons clairs sur ce que nous voulons préserver, prolonger et même développer. En tout cas, c'est la proposition que je fais. Merci à tous. Merci Nathalie. Donc, nous sommes en phase sur la formation. Nous sommes déjà partie prenante avec la formation des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, des internes. Donc oui pour le développement, oui pour l'universalité, oui pour l'abrogation du tiers payant, et oui pour que les réseaux de soins ne voient jamais le jour tels qu'ils sont conçus, du moins à ce stade. Maintenant, pour nous, c'est vrai que même si quand on me regarde, on n'y pense pas forcément, mais je suis victime de maltraitance. Ça ne se voit pas a priori, mais voilà. Mais la maltraitance me fait plutôt prendre du volume et c'est pas très bon. Donc, nous souhaiterions, parce que ça fait 4 ans et demi que ça dure, il reste 6 mois et j'ai toujours plein d'espoir sur l'avenir, parce que lorsqu'on est un représentant syndical, si on n'a pas d'espoir, pas de vision, il vaut mieux rester dans ces établissements. Mais c'est vrai que nous aimerions, dès le début du prochain quinquennat, que nous attendons avec, je dirais, un certain espoir, que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été, je dirais, toutes les mesures que vous disiez punitives à notre égard, notamment l'exclusion des établissements privés des missions de service public, la notion de bénéfice raisonnable. Je pense que, comme j'ai toujours avec humour, les rares pays communistes qui restent encore dans le monde rêveraient de pouvoir introduire cette notion de bénéfice raisonnable, qui est de dire au-delà d'un certain taux de bénéfice. Je vous rappelle que notre taux de marge moyen est de 1 à 2%, et 20% de nos établissements sont en déficit. On récupère, je dirais, ce qui est au-delà d'un certain montant. C'est impensable. La dégressivité tarifaire, c'est-à-dire que plus vous travaillez, je dirais, et plus vos tarifs sont baissés. Une réforme de tarification des soins de suite qui est non stabilisée, qui n'est pas préparée, qui n'est pas, je dirais, évaluée, et qui va se mettre en place peut-être en 2017. Alors voilà, nous aimerions que tout ce qui a été fait soit défait ou amendé. Donc quelle est votre vision
sur cette logique depuis 4 ans et demi où c'est vrai, depuis son premier discours en 2012, elle n'a eu de cesse que de faire, d'exclure nos établissements et notre fédération par voie de conséquence. Moi, je pense que l'essentiel de ce qui a été fait depuis la loi Le Rouge jusqu'à la loi Santé n'est ni fait ni à faire. Mais, et donc il faut le défaire. Mais on ne peut pas juste le défaire. On ne peut pas juste le défaire. Et d'ailleurs, il y aurait une forme d'hypocrisie à ne s'en tenir là. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle a fait, c'est le prolongement, l'accélération et l'approfondissement d'un mouvement qui préexistait et qui avait prospéré à droite aussi. Le mouvement d'étatisation de la santé n'est pas que le fait de la gauche. Elle l'a accéléré, elle l'a rendu visible, elle y a associé une dimension punitive qui relève de spécialités médicales peut-être représentées ici. Elle est allée beaucoup plus loin, beaucoup plus fort et dans une conflictualité avec l'hospitalisation privée et avec la médecine libérale d'ailleurs, qui sont quand même particulières et caractérisables, mais elle prolongeait un mouvement qui existe dans l'ensemble qui a existé dans d'autres mouvances politiques, parce qu'il existe dans l'administration et parce qu'il ne trouve pas d'alternative sur ce que serait qu'une réforme et une refondation alternative, qui est celui de l'étatisation. Et là, moi, je dis, oui, il faut remettre en cause ce qu'a fait Marisol Touraine, mais il faut aussi remettre en cause ce mouvement d'étatisation, et pour ça, avoir les idées claires sur ce que c'est que l'alternative. Sinon, s'il y a juste abolition de ce qu'a fait la gauche, il y aura perpétuation d'abord des problèmes d'équilibre financier, et puis toujours les mêmes difficultés d'adaptation aux grands défis que j'évoquais tout à l'heure, de la chronicisation des maladies, et finalement, un jour, retour de la gauche ou d'autres, et remouvement d'étatisation. Donc il faut stopper net, mais il faut aussi s'engager dans une autre voie. Et l'autre voie, c'est un renouveau profond de l'exercice libéral. C'est le sens de ce que je proposais sur les centres ambulatoires universitaires. C'est une transformation de notre façon de vivre nos droits sociaux et du coup aussi de les financer avec une individualisation des droits. Et ça va avec le mouvement de modernité qui traverse la société. On est dans une nouvelle société. On est dans une société qui est en pleine transformation. Enfin, il y a un certain nombre de choses alternatives à mettre en place si, comme le proposent un certain nombre de mes collègues concurrents et néanmoins amis à la primaire, on ne fait que revenir sur ce qu'a fait Marisol Touraine. En fait, on ne prépare pas d'avenir et de rebond pour le système de français. Moi, mon rêve, ce que je souhaite, ce que je cherche à proposer à travers mon programme, c'est de faire en sorte que le système français soit à nouveau un jour un modèle, mais un modèle complètement renouvelé, un modèle nouveau, un modèle de système de santé en fait, et plus seulement de système de soins. Pour l'équilibre des comptes, nous avons une formule très simple. Un même patient, vous, moi, un même soin, un même tarif. Alors, je sais que mes amis de la fédération, de la FHF, ne sont pas forcément en phase avec ces 4 mots, mais c'est vrai que ce serait quand même une des pistes d'équilibre, c'est-à-dire qu'un même patient, tous autour de la salle que nous sommes, un même soin, même pathologie et le même tarif, que ce soit associatif, public ou privé. Et bien évidemment, je ne fais aucune comparaison qualitative parce que nous sommes tous dans le soin et la prise en charge de nos concitoyens. En tant qu'entrepreneur de santé, on a besoin d'être soutenu, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourtant, nous ne sommes pas vraiment encouragés. Les sujets liés à l'innovation semblent être les parents pauvres du discours politique. Comment l'expliquez-vous et comment on pourrait y remédier ? Il y a une vraie inquiétude. D'abord, je pense qu'il y a un problème culturel derrière tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a là des leaders politiques qui vivent très mal le mélange entre tout ce qui ressemble à l'initiative privée et à l'entrepreneuriat avec le monde de la santé. Donc derrière, je pense qu'il y a une vraie dimension philosophique, il y a quelque chose qui ne matche pas. Mais par ailleurs, au-delà de leurs problèmes spécifiques à eux, on a un système qui n'a pas assez pris en compte la dimension développement de la santé comme secteur économique, comme possible secteur d'entrepreneuriat. Et on le voit sur un sujet sur lequel moi je trouve ça très très frappant, qui est celui du big data.
C'est-à-dire qu'on a vraiment des opportunités dans le domaine de la santé, de la connexion entre la santé et le numérique. Il y a vraiment là, à la conjonction entre les deux, des opportunités d'innovation, avec évidemment des réussites possibles dans le domaine économique, mais aussi des gains considérables dans le domaine médical, pour ce que je disais, qui était de remonter en amont du système de soins pour aller vers un système de santé et faire en sorte que le patient entre le plus tard possible dans le système de soins. Donc à la jonction entre le numérique et la santé, il y a des choses formidables à faire. Pour ça, typiquement, il faut pouvoir libérer du data. Il faut pouvoir, non pas faire n'importe quoi, mais l'encadrer et avoir des systèmes de gestion des données qui, certes, soient spécifiques parce qu'on est dans le monde de la santé, mais qui permettent malgré tout de faire des choses. Or, aujourd'hui, on a mis en place des dispositifs qui sont tellement restrictifs qu'on a toute une partie de l'activité qui ne peut pas se développer. Et d'ailleurs, ce serait intéressant, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ce serait intéressant de voir la proportion parmi les startups qui partent au stade de la création, au stade de développement à l'étranger, en particulier aux États-Unis, la proportion de celles qui sont dans le monde de la santé. Secteur dont on sait pourtant qu'il va être en plein développement. Donc je veux dire, ces startups-là, elles devraient compter double dans notre malheur et dans l'urgence que nous devrions ressentir à les retenir. Et pourtant, elles sont nombreuses, et elles sont nombreuses notamment parce que leurs problématiques n'ont pas été prises en compte. Et là, je ne vous parle pas de choses financières, on parle toujours à propos des startups, de leur difficulté à se financer. C'est pas complètement faux, mais c'est de moins en moins vrai, ça. Parce qu'en fait, tout le milieu du funding, c'est beaucoup organisé. Et donc, aujourd'hui, notre problématique, elle n'est pas essentiellement là, en tout cas dans le domaine de la santé, elle est d'abord réglementaire. Et cette réglementation, c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte en tant que tel. Il n'y a pas eu d'objectif revendiqué de la part de l'État de transformer le système pour que ce soit possible de faire de l'entrepreneuriat, de l'innovation dans le monde de la santé. La santé, c'est un sujet très particulier vu de la politique parce que c'est vraiment un sujet qui est dans le quotidien. C'est un des premiers sujets dans la vie des personnes. Quand vous regardez, non pas sur des questionnaires et des sondages politiques, mais sur des questionnaires et des sondages ouverts, ce qui est important pour la vie des personnes, et d'ailleurs c'est les souhaits du Nouvel An, hein, la santé vient tout de suite, et pourtant la santé n'est pas très présente dans la vie politique, ou alors elle l'est toujours par des biais qui ne sont pas forcément les plus productifs en termes de sens. Donc par exemple à l'Assemblée nationale, au moment du débat sur le PLFSS ou ce genre de choses-là. En gros, on voit la santé faire irruption dans la vie publique politique quand il y a une crise sanitaire avec un gros scandale sanitaire, quand il y a une loi, et à ce moment-là c'est souvent d'une manière conflictuelle, ou quand il y a le PLFSS et une discussion budgétaire. Mais la question du sens du système de santé, de sa refondation, de ce qu'on veut, de l'innovation dans la santé, de ce genre de sujets-là ne sont pas ou peu présents. Et on parle très peu de santé à l'occasion des grandes élections. Et vous regardez les programmes des élections législatives, il y a en général quasiment rien. Vous regardez le programme des élections présidentielles et les débats présidentiels, il y a très peu de santé. Je pense que c'est dommage et que l'année qui vient, peut-être l'occasion, compte tenu aussi de la crise que traverse le monde de la santé, compte tenu de la très forte conflictualité que le pouvoir en place a entretenu avec un certain nombre de représentants, de professionnels de la santé, moi je trouve que l'année qui vient devrait être l'occasion de faire autrement et d'en parler. En tout cas, moi j'ai l'intention d'en parler dans la primaire parce que je pense que quand la politique est tellement à côté de la vie des gens, les gens, ils ne courront pas après la politique. Hein. Donc, il y a un moment où ça s'éloigne. Et si la santé est tellement dans la vie des gens et que la politique s'y intéresse aussi peu ou aussi mal, eh bien, c'est la politique qui a tort. Et Nathalie, juste peut-être pour conclure, avant de vous libérer, vous dire qu'effectivement, la santé, il n'y a que des mauvais coups à prendre. Quand on est homme ou femme politique, il n'y a que des mauvais coups à prendre. C'est compliqué, tout le monde se plaint. Alors, nous, on a une demande. Vous remettez les compteurs à zéro et après, vous nous laissez faire. Parce que soigner, c'est notre métier et on y arrive bien. Moi, je ne cherche pas à faire concurrence là-dessus. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci énormément.